Toujours dans la continuité de notre thématique de la semaine, autour des profils d'apprentissage et de l'adaptation du formateur, j'ai le plaisir d'accueillir l'invité du jour. Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel. Emmanuel avec une expérience de plus de 20 ans en milieu spécialisé en psychologie et qui intervient aussi en formation. Emmanuel, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a amené à travailler dans le domaine de la formation? Bonjour Bouchra, je te remercie de cette invitation. Je suis honorée de pouvoir répondre à la première de tes questions. Tu voudrais qu'en quelques mots je me présente. Eh bien, c'est Emmanuelle, formatrice depuis de nombreuses années, animée par la seule chose qui compte, pouvoir révéler en chacun des personnes en situation d'apprentissage, non seulement les trésors enfouis et qui ne sont pas encore découverts par la personne elle-même, mais surtout arriver à amener devant la conscience la seule chose qui, de mon point de vue, est importante, c'est-à-dire l'humanité. Merci Emmanuel pour ta présentation. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. L'humain au centre de la formation et l'objectif, effectivement, c'est de conscientiser pour pouvoir révéler le potentiel de tout à chacun. Justement, dans tes expériences, Emmanuel, tu as sûrement observé différents profils d'apprenants et d'après toi, quels sont les plus courants qu'on retrouve en formation d'adultes? Par exemple, j'ai parlé dans la semaine du VAGOG, donc visuel, auditif, kinesthésique. Ce sont en fait des profils comportementaux. Est-ce que tu en as observé d'autres? La deuxième question que tu me poses, Bouchra, c'est de connaître les profils des différents apprenants. Alors, une chose qui est importante, c'est que moi j'ai travaillé essentiellement en service de formation continue auprès de personnels paramédicaux, médicaux, et qui sont en situation euh, d'accueillir des personnes dont la fragilité mentale est au premier plan. Donc pour moi, les profils d'apprenants seront marqués par cette expérience-là. C'est-à-dire que ce qui est essentiel pour moi, c'est de ne pas faire des catégories. C'est un petit peu le travers qu'il y a en RH, qu'il y a aussi en psychiatrie. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que l'on puisse reconnaître des traits de personnalité qui sont en commun. Et pour cela, je vous propose d'en prendre 5. Le premier trait de personnalité que nous rencontrons tous lorsque nous sommes jeunes formateurs, c'est celui qui doute de tout, celui qui sera caché, qui ne s'exprimera pas, celui qui n'exprime même pas à lui-même ses propres désirs. Celui qui vient en formation et qui espère que vous allez être la personne qui va mettre des mots, mettre du sens sur une expérience pour lequel il n'est pas partie prenante. Il ne sait même pas qu'il est en apprentissage. Donc voilà, le premier profil, c'est celui qui s'ignore. Le deuxième, à l'inverse, c'est celui qui s'impose aux autres, celui qui est envahissant, celui qui a toujours quelque chose à partager avec les autres, dans non pas un partage qui permettrait un pont entre les autres et lui, mais plutôt celui qui ramène la couverture à lui.
celui qui va chercher chez son voisin des traits de caractère qui lui permettraient de le mettre en valeur. Le troisième profil auquel je pense, c'est celui qui a tout vu, qui sait tout, qui va vous apprendre votre métier, qui va vous mettre en doute, celui qui va vous déstabiliser, qui va vérifier, qui va poser des questions à d'autres professionnels et va revenir avec cette expérience-là et vous dire: «Ben, moi, on m'a dit, moi, j'ai vu». Et le dernier concurrent inégalé sur cette structure-là de personnalité, c'est l'IA. Alors l'IA, elle sait tout, elle voit tout, elle entend tout, elle sait mieux faire que vous et surtout, elle sait bien mieux faire que vous avec des humains puisque ce sont des humains qui l'ont programmé. Donc bien évidemment, l'élève dépasse le maître. On pourrait rajouter à ces 3 profils-là, 2 autres profils. Un premier profil qui pour moi relève vraiment de mon point de vue heu, de la maladie mentale. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans les classifications que l'on connaît qui sont très à la mode, ce que l'on a appelé le pervers narcissique, l'abuseur. Celui qui de toute façon va vous manipuler, tout simplement pour obtenir de vous heu, eh bien des avantages. Voilà, celui que j'appellerais heu, le candidat au clientélisme, à la limite de la pathologie. Et puis le dernier, c'est l'idéaliste, celui pour lequel on rêve tous de le former, de l'amener à prendre conscience de sa valeur. Donc celui-ci, bah, c'est mon dernier profil. Bien évidemment qu'il n'existe pas. C'est celui qui me fait le lever le matin, c'est celui qui est idéal, c'est celui qui écoute, c'est celui qui me renarcissise, c'est celui qui est exemplaire. Voilà pour les profils. Merci Emmanuel. Ce que tu nous apportes là comme explication assez précis et assez détaillé, c'est très passionnant, ce qui nous amène à une question clé en tant que formateur. Comment, vraiment, comment on peut s'adapter justement à ces profils euh, assez différents d'un individu à un autre, comment mieux communiquer et transmettre efficacement. La question que tu me poses est de voir avec toi quels sont les moyens du pédagogue, du formateur, du coach pour s'adapter à ces profils. Alors des profils psychologiques et puis aussi des profils d'apprentissage. Comment peut-on s'adapter à ces profils pour mieux communiquer, mieux transmettre? Eh bien, la première chose qui est à faire, c'est questionner. Il faut questionner les raisons pour lesquelles il y a une insatisfaction. C'est le point de départ d'un besoin. Y a-t-il besoin? La personne a-t-elle conscience de ce besoin? Ce besoin passe-t-il par la formation? Comment est-ce que l'on peut détecter chez quelqu'un une insatisfaction? Rappelons-nous nos années de primaire, collège ou lycée et revoyons ce personnage au fond de la classe qui met le bazar. Rappelons-nous de celui qui essaye d'attirer l'attention. Est-ce que il est simplement là pour passer le temps ou est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il dit quelque chose de lui-même? Bien évidemment qu'il dit quelque chose de lui-même. Bien sûr qu'il renvoie cette image à l'enseignant d'un potentiel échec. Il dit que il y a
une distorsion entre le canal qui est utilisé pour, lui enseigner quelque chose et puis le canal par lequel, le message, arrive chez lui. Il est essentiel de partir des profils à la fois psychologiques, à la fois sensoriels, pour adapter le contenu de ce que l'on a à transmettre. Je ne transmets pas quelque chose que l'autre n'est pas prêt à entendre. Je ne transmets pas ma science, il n'est pas un réceptacle. J'apprends de cette personne-là, de l'apprenant. J'apprends sur moi-même et sur ma capacité à utiliser les différents canaux pour pouvoir le sensibiliser. Ton point de vue est pertinent, Emmanuel, et pourtant, j'ai envie de dire, parfois ce n'est pas si simple que cela sur le terrain, de façon pratique. Selon toi, quelles sont les plus grandes difficultés que les formateurs rencontrent face à ces groupes hétérogènes? Et, euh, et surtout, face à ces difficultés, comment on peut les surmonter? Tu me poses une question, tu m'invites à regarder mon expérience et à évoquer avec vous les difficultés rencontrées par les formateurs dans des groupes variés et la manière de les surmonter. La variété, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un groupe homogène, ça n'existe pas. L'humanité a cette richesse-là. C'est à nous, pédagogues, formateurs, enseignants, à chercher chez cette personne devant nous la manière, comme un acteur, hein, j'en suis désolée, mais ça passe aussi par ça. Certains seront choqués par ces propos, mais je les assume. La manière de capter son public, la manière de dire c'est à toi, essentiellement à toi, que je m'adresse, tout en sachant bien évidemment que c'est dans un groupe que l'on dit cette chose-là, et donc à un collectif. C'est toucher le cœur, l'esprit, le mental de plusieurs personnes à la fois. C'est être dans un rapport qui est d'amener l'autre à entendre ce que j'ai à lui dire, mais pas simplement pour la satisfaction personnelle de dire, d'énoncer, de se trouver supérieur à cet apprenant. Non, c'est de l'amener à la situation d'apprentissage. J'ai une connaissance, toi, l'apprenant, tu en as une autre. Peut-être que tu ignores ce que tu sais. Donc, je vais l'aider à mettre le doigt sur cette connaissance-là, sur cette expérience-là. Et par la suite, et seulement par la suite, en l'écoutant, en l'invitant à partager ce qu'il a vécu jusque-là, je glisse des éléments théoriques. Je compose toujours une séquence d'apprentissage par une partie découverte. Il me semble dans la formation d'adultes qu'il est très compliqué ou très prétentieux, ou les deux, de se trouver en situation de faire un cours magistral. Moi, j'adorerais faire ça et m'entendre parler, être amoureuse de ma voix, mais ça n'est pas le cas. Je m'ennuie très rapidement. J'ai besoin, ne serait-ce que de constater que ce que je suis en train d'amener intéresse. J'ai besoin d'être dans l'échange. À partir du moment où je suis seule, ça n'a plus aucun intérêt. Surmonter les difficultés de la variété d'un groupe, eh bien, ça veut dire qu'il faut varier les supports. Il faut utiliser tous les sens. Il faut mettre les personnes en situation d'expérimentation. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis en train de faire découvrir à un public la question de l'accueil, eh bien, ça commencera dès la première minute où ils auront passé la porte.
Je les accueillerai et ensuite, je leur demanderai d'évaluer ce qu'ils viennent de vivre et à partir de là, j'utiliserai leur propre histoire, leur propre expérience et je leur demanderai de faire des parallèles. Et nous terminerons ensemble par l'accueil idéal, selon vous, qu'est-ce que c'est? Et nous construirons ensemble le cours. Si cours il doit y avoir. Merci Emmanuel de ton retour. Eh bien, pour conclure, si tu devais donner un ou deux conseils pratiques à un formateur qui débute et qui doit gérer justement un groupe très varié avec des styles d'apprentissage différents, qu'est-ce que tu lui dirais? La dernière de tes questions, Bouchra, est particulièrement intéressante pour un primo-formateur, un jeune enseignant. Tu me demandes quelques conseils pratiques pour des débutants. Comment doivent-ils gérer un groupe hétérogène? Quel type d'apprentissage privilégier? Je pense qu'avant tout, il faut d'abord rencontrer ces apprenants. C'est-à-dire que le formateur se présente. Il présente son inexpérience aussi. Il ne la cache pas. Il questionne les personnes présentes sur les différentes situations d'apprentissage qu'ils ont rencontrées, les différents formateurs, coachs, enseignants. Vous dressez ensemble le profil du formateur idéal, hein. C'est très, très enrichissant cette pratique-là. Ça permet de dédramatiser certaines premières expériences. Ça permet d'entendre pour chacun ce qui est essentiel et ce qu'il vient chercher d'une relation de confiance essentiellement. Une relation où il y a de l'estime réciproque. L'hétérogénéité dans un groupe, eh bien, c'est évident que elle y sera, dans toutes les situations. Il n'est pas possible d'envisager un groupe en se disant: «Bah, je vais faire un groupe, de niveau où nous allons travailler ça, puis ça». Je pense qu'il est essentiel après, avoir fait connaissance avec les personnes, il est important aussi, de les questionner sur leur manière d'apprendre. Heu, En choisissant la chose la plus facile, c'est vous leur indiquez en 4-5 lignes, vous leur demandez, en leur donnant 5-10 minutes d'apprendre. Et là, vous allez voir comment ils apprennent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils écrivent? Est-ce qu'ils relisent? Est-ce qu'ils se racontent? Vous les autorisez à se lever pour voir aussi ceux qui ont besoin de mouvement pour pouvoir s'exprimer. Et à partir de là, vous reprenez. Vous faites le constat ensemble que vous êtes tous différents et que cette différence va faire votre richesse. Et vous fabriquez, dans un premier temps de façon artificielle, vous fabriquez des groupes. Des groupes qui ne sont pas des groupes de niveau, mais des groupes de complémentarité. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un qui a besoin de réciter, de se faire entendre la dite poésie que vous leur avez proposé d'apprendre, avec quelqu'un qui a besoin d'écrire. Vous faites des complémentarités. Et puis, vous leur faites échanger les rôles et peut-être que là, si vous avez un groupe qui accepte l'expérience, ils pourront s'apercevoir de leur complémentarité. Qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil pratique autre à un formateur débutant? Eh bien, on peut lui demander pourquoi est-ce qu'il fait ce métier-là? Qu'est-ce qu'il va en retirer? Est-ce que nous avons affaire à une revanche prise sur une scolarité difficile?
Est-ce que, c'est à l'inverse, quelqu'un qui a été, valorisé, estimé, soutenu, par un mentor et qui, éprouve le besoin de revivre cette situation ou, la faire vivre à ses apprenants? Il est important que le formateur, l'enseignant soit conscient, de mon point de vue, sur la raison pour laquelle il a posé un pied dans la salle. Ensuite, le conseil pratique, c'est simple. Nous sommes dans un espace. Il y a dans un espace, commun, eh bien, du partage de territoire. Ne mésestimons pas la question territoriale. Ne mésestimons pas les jeux de pouvoir, de séduction qu'il y a dans tout mouvement d'apprentissage. Et donc, je vous invite à casser les codes. Je vous invite à bouger les tables, à mettre les gens physiquement les uns à côté des autres et pas en ligne, mais dans une rencontre, en face à face. Et je vous invite à vous engager corporellement. Vous engager corporellement, c'est-à-dire que vous soyez aussi l'incarnation de vos mots, que vous soyez dans la croyance de ce que vous êtes en train de dire et que vous acceptiez que des personnes soient d'une autre opinion que vous. Il est important de garder à la fois une distance hiérarchique de celui qui sait, mais qui est surtout dépositaire d'une autorité, d'un cadre et d'une sécurité, avec des apprenants, surtout lorsqu'il y a une différence d'âge qui est pas très importante. Ils vont vous tester. La dernière chose qui est, de mon point de vue, essentielle quand on débute, c'est aussi de prendre en considération ses propres émotions. Quand on rentre dans une pièce, quand on a un groupe et qu'à l'intérieur de ce groupe, on a un, deux, plus de deux, c'est embêtant, mais s'il y a une ou deux personnes, vous ne la, entre guillemets, sentez pas, eh bien c'est par eux, par elles, par ces personnes-là qu'il va falloir débuter. Il va falloir instaurer une relation de confiance avec eux. Et il va falloir, c'est pas que du devoir, c'est salutaire pour vous. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui vont venir taper dans votre cadre. J'espère vous avoir apporté quelques petits éclairages. Je remercie Bouchra pour l'excellent travail qu'elle fait, cette transmission. Ce fut un plaisir de témoigner. Et demain, ce sera à vous. Merci beaucoup Emmanuel pour ces éclairages précieux. C'est vraiment un sujet essentiel pour nous formateurs. Et vous qui nous regardez, dites-nous en commentaire quel profil d'apprenant rencontrez-vous le plus souvent et comment vous adaptez-vous à eux. C'était l'invité du jour, Emmanuel, et moi, Bouchra, la voix de la formatrice, ta bonne nouvelle.